Bonjour à tous, on aborde la seconde partie liée à l'alimentation atlante. Donc dans la dernière vidéo, on est parti du nourrisson jusqu'à l'âge de 8 ans. Et là, on va continuer donc de 8 ans jusqu'à la vie adulte. Là, par contre, il mangeait presque comme les adultes. Il mangeait deux sortes de plantes qu'il mélangeait qui donnaient une énergie incroyable à l'homme. Simplement, le nom, il est imprononçable. Le télépathe a du mal à le dire. On n'en donnait pas jusqu'aux 16 ans. Et ces plantes, elles existent toujours? Oui. C'est quoi? On en trouve un petit peu en Chine, mais elles n'ont pas de nom. C'est appelé Armara. A-R-M-A-R-A-A. Donc ça, c'est le nom Atlante. Donc ça s'écrit pas vraiment comme ça, mais ça se prononce Armara. Donc quand tu mangeais ça, t'avais une énergie mais débordante. On n'en donnait pas aux ados. Donc pourquoi pas aux ados? C'est la seule différence qu'ils avaient avec les adultes. Donc un, ils n'allaient pas travailler, et de deux, ça donnait une certaine vigueur sexuelle aussi. Et tu n'as pas de rapport sexuel adolescent. Alors il mangeait plus qu'un adulte, surtout à partir de 14 ans. Les filles, vers 15 ans, les garçons 13-14 ans, ils mangeaient beaucoup plus qu'un homme. Mais c'est normal, c'était leur croissance, c'était le double de ration. Et tout était à base de plantes. Alors, je vais donner le nom des céréales qu'ils consommaient là. Alors, on a le millet, le sorgho, le fric, F-R-E-E-K-E-H, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, l'orge, le boulgour, le quinoa, le farro, la teff, le blé khorasan et l'amarante. Donc ça, c'était pour la partie pré-ado et ado. Donc le matin, toujours le même schéma pour manger. Un jus, en général. Donc tous les fromages n'étaient mangés que le matin. Jamais consommés le midi ou le soir. Donc tout ce qui était produit laitier le matin. Il faut aussi savoir qu'à partir de 8 ans, une fois que l'enfant est sevré le soir, on lui explique, enfin il le comprend puisqu'il voit déjà ses frères et sœurs faire, c'est dans son éducation. Il sait qu'il faut attendre minimum 40 minutes avant de manger, après le réveil. Il se lève, il a des tâches ménagères, des petites choses à faire dans la maison, il se lave, et c'est seulement 40 minutes après qu'il peut manger. Donc à partir de 8 ans. Et ça jusqu'à 12 ans.
Et pourquoi il doit attendre 40 minutes? Parce que le corps, pendant ces 40 minutes, il a faim et il consomme l'excès de graisse qu'on a dans le corps. Et donc on ne grossit pas. Ça, c'est à environ 12 ans, presque 13 ans pour les filles. Donc à partir de cet âge-là, il y a bien 40 minutes, dès qu'ils se lèvent, ils se font une toilette rapide, le visage, ils mettent une espèce de tenue pantalon assez ample, garçon et fille, un peu comme on voit certains maghrébins, les pantalons super larges et hyper bouffants et un peu serrés à la cheville. Sauf que c'était un tissu à base de coton qu'ils cultivaient beaucoup, très très léger et blanc, tout blanc. Et c'est magnifique. Et les filles, elles avaient le même pantalon que les garçons. Le haut était différent. Les garçons souvent étaient torse nu, ou alors un maillot très large, très ample. Et les filles, elles avaient un maillot ample et dessous, elles avaient une espèce de bandeau sur la poitrine. Et quand ils se levaient, donc ils faisaient une toilette rapide, ils s'habillaient comme ça. Ils avaient 40 minutes de sport obligatoire. Tout est régenté sur un plan communal. Donc il y avait comme des côtes. Donc il y avait une vingtaine d'ados. Le sport est obligatoire. Donc tu veux dire que le matin au réveil, avant de manger, donc, ils vont faire de la marche, du sport. Il y a des côtes, il y a un parcours. Oui. Beaucoup de courses. Donc ils se croisent tous à faire leur sport le matin. Oui, tous à la même heure. À 6 heures, tu devais être dans les rues à faire ton sport. Donc à partir de 6 heures. Le jour, c'était un petit peu comme au niveau de l'équateur, 6 heures le matin, 6 heures le soir. Ils ne le prenaient pas comme une contrainte, tout ça, ils le faisaient de bon cœur? Non, pas du tout. En fait, ils adoraient ça. Une journée, c'était course, une autre, c'était marche, une autre, c'était des étirements, une autre, c'était de la musculation pour les garçons. Donc, tous les jours, ça changeait. Oui. Ils couraient au moins 3 fois dans la semaine. Et c'est un des rares moments où filles et garçons étaient totalement mélangés. Toujours sous la coupe d'un coach, hein, bien évidemment. Et c'est aussi une manière d'éliminer totalement la graisse de son corps. Donc le matin, tu te lèves, ton corps, t'as faim. Donc déjà, si tu fais rien, il mange un peu ta graisse, mais si en plus tu fais du sport, il va manger les sucres avec. Donc c'est bien de faire du sport à jeun en fin de compte. Tout à fait. Donc ça, c'était jusqu'à 12-13 ans. Après, ils prenaient leur déjeuner, des jus, produits laitiers, presque à volonté les produits laitiers, hein. Mais alors pas de lait pur, hein. Donc ils connaissaient les vaches, hein, mais on s'en servait pour cultiver, pour tirer les charrues, hein, mais pas pour leur lait, hein. Jamais ils ont profité de leur lait, hein. Et pourquoi ils n'ont jamais bu le lait de vache? Ils consommaient pas le lait de vache parce qu'il est mauvais pour la santé, hein. Il est mauvais pour les hommes, pour la prostate, pour les femmes, pour tout ce qui est glande thyroïde principalement. En fait, on devrait arrêter à partir de 12 ans, on ne devrait plus consommer de lait de vache. Eux, ils en consommaient carrément pas, hein. Donc en fin de compte, c'est mauvais pour la prostate et pour la thyroïde. Ouais.
Donc tous ces gens qui mangent du fromage, toutes ces choses-là à base de lait de vache, c'est pas top. On peut consommer des produits laitiers, mais le lait c'est déconseillé. Donc en fin de compte, l'humanité ne devrait pas consommer autant de lait. C'est pas très bon au final, ça détériore la santé. On continue sur les ados. Donc partir de 13-14 ans. Donc 14 pour les filles. On va les sevrer encore plus. Ils avaient droit à un encas aux alentours de 15h30. On va les sevrer là-dessus. Donc ils mangeaient à midi, ils avaient droit à un encas à 15h30. Ils mangeaient quoi du coup? Souvent un fruit, pomme, banane. Donc ça ressemble à des bananes, mais il ne sait pas trop si c'est des bananes. Si c'est une race de bananes, mais qui n'existe plus. Après, à partir de 16 ans, à partir de 16 ans, on va commencer à les alimenter comme des adultes. Alors principalement les filles, elles vont manger un petit peu moins. Les garçons, on va continuer de les suralimenter un petit peu parce qu'on a besoin de leur force physique, c'est très important. Donc la majorité, enfin ce que nous on peut appeler la majorité, hein, c'est plutôt 21 ans pour les filles. Elles étaient mûres bien avant les garçons. Et 23 ans pour les garçons. Et à partir de là, les alimentations strictement adultes, c'est-à-dire le matin, pour l'adulte, c'est minimum 1 heure avant de manger. Sport obligatoire, sauf pour les très anciens qui faisaient des marches assez lentes. Donc pour tout le monde, c'est 1 heure. Hein. Donc le réveil, 3/4 d'heure de sport. Même si tu les fais directement, il faut attendre 1/4 d'heure, 20 minutes avant de manger, quoi. Donc ils peuvent faire 1 heure de sport s'ils veulent, ou bien c'est vraiment 3/4 d'heure. En général, c'est 3/4 d'heure. Et prendre le temps de faire une vraie toilette. En sachant, c'était un peu comme des thermes, des douches communes. Donc côté fille, côté garçon. Donc après le sport, ils allaient se laver. Donc tout le monde se voyait, ils se cachaient pas. Hein. Donc ça, c'était après le sport. Donc juste après. Donc ils se douchaient tous ensemble. Donc les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Hein. Donc ils font leur sport. Ensuite ils se lavent. Donc dans les thermes. Après ils déjeunent. Et c'est là où il y a quand même une grosse différence avec les ados. Parce que le petit déjeuner,
il est énorme. Donc là, ils prennent un énorme petit-déj à base de quoi? Beaucoup de céréales et beaucoup de miel. C'est le seul sucre qu'ils prennent. Donc ça leur donne de l'énergie, hein. Ouais. Donc l'énorme petit-déj à base de céréales et de miel. C'est quoi les quantités environ? Près de 100 grammes de céréales, 150 grammes de pain, beaucoup de fruits secs qui étaient qui accompagnaient donc des noisettes, des noix. Ça ressemble un peu à nos fruits, mais il les voit plus gros et des formes un petit peu différentes. Beaucoup de fruits secs, beaucoup de figues, donc des figues sèches, en quantité assez importante. Donc là, c'est à volonté, illimité. Donc là, ça leur tenait bien au corps, jusqu'au midi, quoi. Ouais. C'était leur plus gros repas. Ils peuvent aussi manger, pour ceux qui veulent, du poisson fumé, une espèce de poisson séché. Donc toujours le matin, ils évitent de le manger cru. Donc ils le mangent plutôt fumé. Donc ça évite les parasites. Ensuite, le matin, pour ceux qui ont des travaux difficiles, tout ce qui est charpentier, tous les métiers physiques, ils peuvent vers 10h30 faire une pause. Donc ceux qui ont des métiers difficiles au réveil, ils ne mangent pas de poisson le matin. Donc ils mangent beaucoup de céréales, du fromage, des fruits secs, du miel, du thé aussi. Donc c'est souvent du thé noir. Donc ceux qui ont un travail difficile, ils évitent de manger le poisson là et ils en prennent à leur pause. Vers 10h, 10h30. Ils sont capables de manger 100 ou 200 grammes de poisson fumé. Ils ont aussi beaucoup de tomates séchées. Elles ne trempent pas dans l'huile. Ils font beaucoup de tomates séchées qu'ils mangent comme ça. Ensuite, le midi, ils ont des repas assez légers. Un ou deux fruits, une tranche de pain. Donc on croirait qu'ils mangent pas, mais ils mangent des quantités énormes le matin. Donc le midi, c'est plus léger. Ensuite, plus rien jusqu'au lendemain. Ils ont droit qu'à l'eau et au thé. Donc de l'eau, du thé sans miel, hein, nature. Et le soir, ils n'ont pas faim parce qu'ils sont habitués comme ça. Donc le matin, ils se réveillent, ils font leur sport. Ils font un festin le matin. Donc ils mangent énormément. Limite, ils sont repus. Ils vont travailler. Le midi, ils mangent très léger, hein, quasiment rien. Un fruit. Ils mangeaient beaucoup de grenades aussi. Une tranche de pain de maïs. Un peu de manioc. Et c'était tout. Ils consomment des choses qu'ils cultivent et des choses qu'ils prélèvent dans la nature. Il faut expliquer que
ils ont deux sortes de nourriture. Donc il y a la nourriture qui pousse de manière tout à fait naturelle et une partie de la nourriture qui est cultivée. Donc dans leur culture, ils se servaient principalement de vaches. Ils avaient des charrues. Ça ressemble un peu à celle qu'on a utilisée mais elles étaient un petit peu plus élaborées tout de même. Donc ils avaient les moyens d'utiliser de l'énergie de l'éther à faire léviter en partie leur machine, mais ils ne le faisaient pas. Parce que ils auraient été obligés de créer un couloir magnétique de lévitation, comme ils ont fait pour faire les pyramides par exemple. Et dans ce couloir se serait déplacée la charrue à leur gré, sans avoir recours à la force animale. Par contre, le champ magnétique aurait dénaturé les propriétés du terrain. Donc du coup, c'était pas bon. Alors c'est sûr, 2-3 heures après, le terrain, il est fait. Mais lors de la pose des semences, ça aurait été dénaturé. Et ça aurait fait quoi du coup ça dénature de quelle façon? Ça crée des malformations génétiques sur les animaux et sur les plantes. C'était pas mortel, ça rendait pas malade, mais c'était pas la meilleure des nourritures. Ils auraient pu labourer avec ce type de couloir et ensuite ne semer qu'avec les animaux, rouvrir un sillon et mettre les graines dedans par exemple. Mais s'ils avaient créé ces couloirs pour le faire, on sait pertinemment que certains auraient régressé les lois et auraient tout fait avec les couloirs. Ils auraient même fait les semences, ils auraient tout fait, donc tôt ou tard, on aurait eu des aliments. Donc il y avait des lois qui régissaient ça, et c'était une interdiction formelle d'utiliser les terres en énergie libre. Donc utiliser la lévitation pour la culture. Donc là, on avait affaire à des métiers très durs. Et au sujet des métiers, là, au sujet des personnes, quand on parle des Atlantes, on a l'impression qu'ils n'avaient pas leur libre arbitre sur leur choix de leur métier. Suivant les capacités intellectuelles, physiques, les motivations de chacun, on savait qu'ils étaient plus ou moins prédisposés à faire tel ou tel métier. Donc on leur proposait, mais jamais c'était imposé. Donc ce que les gens doivent comprendre, ceux qui ont l'impression qu'ils étaient un peu obligés de faire ce métier, c'est que la majorité de ceux qui ont refusé une proposition, par exemple le cas d'un charpentier, si on lui disait tu as la carrure pour, tu aimes travailler le bois, eh bien souvent il refusait parce que déjà les premiers mois, pour ne pas dire les 2 premières années, on leur apprend à écouter la forêt, à écouter les arbres, à parler à la nature. C'est une partie assez compliquée où ils doivent faire communion avec la nature, savoir quels arbres ils peuvent abattre, demander l'autorisation à l'arbre. Pourquoi on le coupait et on laissait toujours une souche. Donc il y a plein de choses à savoir. Donc cette partie théorique,
il la trouvait déjà rébarbative. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres métiers qui sont aussi pénibles. Et donc, il choisissait de faire un autre métier. Il se lançait dans un autre métier. Et très souvent, il faisait cet autre métier à contre-cœur. Alors que tous ceux qui ont choisi, qui ont accepté, entre guillemets, ceux-là se sont tous épanouis dans leur travail. Sachant qu'il n'y avait pas réellement de hiérarchie. Donc évidemment, il fallait quelqu'un qui donne les directives, et chacun savait ce qu'il avait à faire. Il n'y avait pas besoin de responsable pour dire fais ci, fais ça. Tout passait par l'apprentissage, et tout se passait bien. Donc il n'y a pas réellement... c'était pas réellement imposé pour faire quelque chose. Et puis j'imagine que si ça plaisait pas à quelqu'un, ben, il avait le droit il avait le droit de changer de métier. Ça n'a jamais été figé. Il y en a même qui ont fait plusieurs métiers dans leur vie. Ils en ont fait 2 ou 3 parce que en vieillissant, par exemple, même si les Atlantes prenaient énormément soin d'eux, mais à un moment, il y avait un âge avancé où ils arrêtaient tous les métiers de force et ils allaient plus faire des métiers moins physiques, comme faire les livraisons, préparer des repas. Ils faisaient attention à ça, quoi. Ils étaient énormément préservés. Donc c'est important d'éclaircir ce point. Et pour l'agriculture, c'est exactement pareil. Elle était au départ mal perçue par les gens. Et au fil du temps, la civilisation atlante a vieilli. C'est-à-dire au bout d'environ 300-400 ans, il y a des rituels qui se sont mis en place. Donc on était très souvent agriculteurs de père en fils, comme aujourd'hui, et il y avait un amour de la terre, un respect de la nature, donc qui n'a rien à voir avec aujourd'hui en fin de compte. Donc ce qui changeait beaucoup par rapport à aujourd'hui, c'est que chaque agriculteur ne travaillait pas pour lui, pour se faire son salaire, puisque tout le monde était sur un pied d'équité, mais tout le monde travaillait pour la communauté. Donc il n'y avait pas de guerre entre eux. Il n'y avait pas de jalousie entre eux. C'était même limite... il y avait beaucoup d'entraide. C'est comme si c'était une grosse communauté d'agriculteurs. Donc il faut s'enlever de la tête que chacun faisait à contre-cœur. Pas du tout. On finissait toujours par trouver les bonnes personnes au bon poste et tout le monde s'épanouissait. Donc en fin de compte, tout le monde était content de son travail au final. Et quitte à avoir un métier plus physique qu'un autre, eh bien, on partait plus tôt. On était plutôt détaché de ce métier parce qu'on travaillait quasiment jusqu'à la fin de ses jours. Donc on les dirigeait vers un métier plus souple, plus simple, plus facile au fil du temps. Après, c'est sûr qu'arrivé à un certain âge, les vieux étaient respectés. Leurs 20 dernières années, principalement, ils étaient tranquilles. Pour en revenir aux vaches, donc elles étaient très respectées. Elles n'ont été que très 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 rarement mangées. Vraiment quand il y a eu des crises de famine. Ils ont mangé très 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 peu de viande. Il fallait vraiment qu'ils soient au pied du mur. Ils faisaient des cérémonies pour demander pardon.
Et à chaque fois qu'ils devaient tuer une bête, ils lui demandaient pardon. Ils en pleuraient même. Donc la culture, il y avait principalement le manioc, le maïs, tout ce qui est courge, pastèque, melon, énormément d'agrumes, oranges, citron, beaucoup, 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 beaucoup. Suivant l'emplacement géographique, il y avait aussi ces espèces d'ananas très longs. Il voit des fruits donc, qui ressemblent aux bananes. On avait vu ça déjà. Donc tout ça, c'est un peu la partie cultivée. Il y a aussi des haricots. Par contre, pas de salade verte. Et a priori, c'est pas ce qu'il y a de mieux de consommer de la salade verte. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on les prive de ça. Les intestins n'aiment pas trop la salade en fin de compte. Ça peut être un facteur aggravant sur la maladie de Crohn ou des choses comme ça. Donc à éviter. Ils en mangeaient de temps en temps, mais c'était même pas de la salade, on dirait des gros pissenlits qu'ils cueillaient de temps en temps. Ensuite, tout ce qu'ils cueillaient, tout ce qu'ils ramassaient de naturel, hors culture, c'était tout ce qui était baies, des fraises. Donc c'était que des petites fraises des bois à l'époque, il n'y a pas de grosses fraises comme nous. Le cassis. Et il voit plein de boules de toutes les couleurs qui n'existent peut-être plus au jour d'aujourd'hui. Donc les fruits rouges, ce sont des antioxydants aussi, c'est bon pour la santé. Ils utilisaient beaucoup d'ail, deux types d'ail. Et de l'ail sauvage. Les feuilles de laurier n'étaient pas consommées, en tout cas pas mises dans la nourriture. Donc les feuilles de laurier, c'est bon pour tout ce qui est peau, mais de les faire mariner dans une sauce, c'est pas vraiment mauvais, mais il n'y a pas de bienfait. Donc il les gardait plutôt pour les faire mariner dans de l'eau, et il faisait des bains de pied avec des choses comme ça. C'était assez antiseptique. Il consommait aussi beaucoup de champignons. Il faisait comme des sauces avec. Et tout ce qui était plantes médicinales aussi, c'était que du sauvage. Il y a énormément de plantes qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. En comparaison à aujourd'hui, on a une plante pour 100 dans le temps. Et encore, c'est encore plus. Quand on avait par exemple 100 races d'ail, d'oignons, toutes ces races de plantes, aujourd'hui on en a 100 fois moins. L'homme a fait la folie de généraliser la culture. Aujourd'hui, les pommes de terre, on a l'impression qu'il y a plein de familles, plein de races de pommes de terre, mais c'est faux. Elles viennent toutes d'une même souche et elles sont très peu diversifiées parce que on les a cultivées, on les a pas laissées se reproduire d'elles-mêmes dans la nature.
Les Atlantes, par exemple, avec les pommes de terre, ils les plantaient. Quand ils avaient un champ vierge, ils plantaient les pommes de terre, ils les laissaient pousser en terre, ensuite ils les ramassaient, et en moyenne ils en laissaient 1 sur 10. Et l'année d'après, eh bien, ils ramassaient à nouveau des pommes de terre. Il n'y avait pas besoin de replanter. Aujourd'hui, on veut que du rendement, du rendement, du rendement. On n'aurait jamais dû être si nombreux sur Terre. Donc à cause de cela, il faut du rendement, du rendement, du rendement. Et le maïs, tout ça, ça existait, oui. Les épis. Et le maïs, il ressemblait à quoi à l'époque? Les épis étaient moins droits, ils étaient un peu courbés. Aujourd'hui, on n'a en réalité aucun maïs naturel. Aucun. Car aujourd'hui, l'homme, s'il y a une pomme qui n'est pas tout à fait ronde, il ne va pas la prendre. S'il y a une poire qui fait la tête, il ne va pas la prendre. Une orange, pareil. Le maïs, faut qu'il ait un épi très droit, qu'il soit uniforme. Mais dans le temps, il laissait tout au naturel. Donc il était un peu tordu le maïs, oui. Un peu tout était biscornu, hein. Donc ils n'ont jamais connu les desserts, les sucreries. Ça n'existait pas? Non. En fait, leur seule sucrerie, c'était le miel. Alors ils avaient quasiment chaque maison avait une ruche. Il était rare qu'une maison n'ait pas de ruche, avec une reine à l'intérieur. Et elle était située où cette ruche par rapport à la maison? Tu peux considérer qu'une maison a 800 mètres carrés de terrain, donc de jardin. C'est même pas un jardin, c'était souvent des vergers. Et une ou deux allées entièrement fleuries où tu pouvais pas passer, tu pouvais pas marcher. Donc c'était entre autres pour les abeilles. Donc ce qu'il se passait, c'est que chaque maison avait un côté de rue où il y avait toutes les mêmes fleurs, un autre côté il y avait une autre race de fleurs mais toutes les mêmes, une autre rue pareil. Donc ça donnait des miels aux goûts différents. C'était fait exprès pour les goûts différents des miels. Et ensuite le miel était partagé en communauté. Tout le monde pouvait goûter le miel de tout le monde. En fait, quasiment tout ce que tu faisais, c'est un peu la forme communiste, mais sans l'aspect dictature. Tout le monde partage les biens, quoi. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Donc c'était assez long, c'est pourquoi je l'ai fait en 2 parties, car il y avait beaucoup à dire sur l'alimentation atlante. Donc on constate que l'obésité n'existait pas à cette époque, qu'ils mangeaient pour vivre et non vivaient pour manger. Et toujours ce grand respect pour la nature et les animaux. Une belle leçon de vie. Donc, merci de nous avoir écoutés et prenez soin de vous. À bientôt.